Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement intéressant, très important, un peu technique, je vous l'avoue, qui est la neurologie dans le monde canin et félin. Pour ce faire, nous avons le privilège d'être accompagnés par le docteur Stella Papageorgiou et elle va pouvoir, comme ça, répondre à tout un tas de questions que chacun se pose. Alors, bien sûr, tout ne va pas vous concerner, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, sans être impactées tout de suite, très importantes à savoir. Je m'appelle Stella Papageorgiou, je suis vétérinaire et effectivement, après avoir eu mon diplôme de vétérinaire en Grèce, j'ai décidé que je voulais me spécialiser. Donc, j'ai suivi un parcours qui m'a finalement amenée en France au sein de la clinique Advesia, dans laquelle je me suis spécialisée en neurologie. Pour que tout le monde sache bien de quoi on va parler, qu'est-ce que c'est que la neurologie exactement? Alors, la neurologie, c'est la science qui va s'intéresser aux pathologies neurologiques. Il y a des gens, quand ils entendent neurologie, ils pensent que ça concerne que les pathologies du cerveau. Et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire une partie de notre travail va effectivement se porter sur le cerveau et ses pathologies, mais on va aussi s'intéresser à la moelle épinière, donc tout ce qui touche la moelle épinière, et aussi les nerfs périphériques, les muscles, la communication entre les nerfs et les muscles. Donc, on a un spectre de pathologies qui s'étend au-delà du cerveau. Pour les personnes comme ça qui vont nous regarder, parce que ce n'est pas forcément très facile pour tout le monde, ce que c'est que la moelle épinière, c'est bien la partie qui est dans la colonne vertébrale et qui va transmettre l'information émise par le cerveau dans le reste du corps. C'est exact. C'est ça, hein? C'est parfait. Allez, c'est pas mal quand même. Hein? C'est parfait. Super. D'accord, donc on va vraiment, la neurologie va vraiment toucher toutes les fonctions vitales et informations émises par le cerveau, mais également dans le reste du corps. Oui, absolument. Les maladies neurologiques que vous rencontrez le plus régulièrement, ce seraient lesquelles? Les maladies qu'on rencontre le plus souvent, donc en ce qui concerne le cerveau, ça va être les épilepsies, ça va être les maladies inflammatoires auto-immunes du cerveau qui sont extrêmement fréquentes chez les chiens. On appelle ça des méningoencéphalites dysimmunitaires ou des méningomyélites dysimmunitaires selon si ça touche le cerveau ou la moelle épinière. Très bien. Éventuellement, malheureusement, on a pas mal de cas de tumeurs cérébrales. Et puis, sur la moelle épinière, très souvent quand même d'hernie discale. Et puis d'autres pathologies qui sont un peu moins fréquentes. Un exemple comme ça en tête? Quelque chose d'un petit peu, quand vous êtes tombé sur ce cas-là, vous avez fait genre, ah oui, quand même, ouais, d'accord. Oh, là, je vais vous perdre, je pense. Oh, les cas qui sont un peu moins fréquents vont être des formes de maladies génétiques, par exemple, chez des races qui sont soit déjà décrites, ou alors on va être les premiers à les décrire. C'est vraiment exceptionnel. On peut avoir d'autres pathologies qu'on rencontre quand même. C'est pas très fréquent, mais on les rencontre de type des maladies infectieuses de la colonne, donc des maladies infectieuses des vertèbres, des disques entre les vertèbres. Voilà. Entre chaque vertèbre osseuse, il y a un petit coussin de cartilage. Exactement. C'est ça, hein? Oui, il y a un petit coussin qui va permettre aux vertèbres d'avoir mobilité et qui va me permettre de faire des mouvements de rotation, de flexion, etc. D'accord. Et donc ça peut être touché par une maladie. Oui. Et comme c'est proche de la moelle épinière, ça l'impacte. L'hernie discale, par exemple, c'est justement la pathologie la plus fréquente de ces disques. Mais on peut aussi avoir des infections, par exemple, qui vont les toucher, qui vont se propager et atteindre la moelle épinière. D'accord, mais alors, dans ces cas-là, comment, en tant que propriétaire de notre chien maître, parent, à chaque fois, j'ai toujours le même problème, je ne sais jamais, comment on peut vous détecter, si je puis dire, que notre chien a peut-être un problème neurologique? Oula, plein de signes qui peuvent être évocateurs. Tout dépend de la zone qui est touchée. Donc, on a parlé de cerveau, on a parlé de moelle, on a parlé de nerfs. Par exemple, en ce qui concerne le cerveau, ce qu'on peut voir, c'est des modifications du comportement de notre animal. Il ne nous reconnaît pas, il ne sait plus où se trouvent ses gamelles, il va se mettre à marcher un peu sans but, à tourner dans l'appartement, il va se mettre contre des murs et puis rester figé comme ça. J'ai une petite question pour vous, comme ça je me permets de vous interrompre parce que là, je me connais, je vais oublier. Je sais que par exemple, mon chien, parfois quand il marche, il va avoir une sorte de réflexe un peu bizarre avec sa patte arrière où il va déclencher une espèce de mouvement de patte comme s'il mettait un coup à quelqu'un. Et il le fait quand il marche à certains moments ou même parfois il est juste debout et tout d'un coup, ça va partir d'un coup. Est-ce que moi en tant que propriétaire, ça peut éventuellement être motif justement de demander une consultation?
Oui, bien sûr. D'accord. Ça peut l'être. Ok. C'est quelque chose qui vous inquiète, quelque chose que vous ne considérez pas normal. Évidemment, ça puisse motiver une consultation. Je ne suis pas sûre que ce soit d'ordre neurologique. D'accord. Ça peut très bien être plutôt dans la sphère des pathologies orthopédiques. D'accord. Mais effectivement, tout ce qui vous inquiète, tout ce Ok. que vous trouvez que votre Très bien. animal ne fait pas comme il faisait avant, D'accord. ou alors ne fait pas comme les autres animaux, ça peut être un motif de consultation. Donc, pour revenir aux problèmes qui peuvent motiver quelqu'un pour chercher un avis neurologique, on a aussi tout ce qui va toucher la colonne. Donc, on peut avoir des animaux qui ont mal au cou. Par exemple, ils se tiennent la tête basse, tout figé, le cou tout raide, ou alors ils ont mal au dos, ils vont se porter, ils vont marcher avec le dos voûté comme des petits vieux. D'accord. Ou carrément des animaux qui ont des vrais troubles moteurs, donc qui traînent des pattes, qui sont paralysés, etc. D'accord. Et puis enfin, un autre motif de consultation qui doit aussi alerter, c'est une fatigabilité à l'effort. Bien évidemment, c'est un motif qui peut derrière orienter vers plusieurs spécialisations. Donc, qui dit que le problème n'est pas cardiaque, par exemple, alors respiratoire, mais un certain nombre de ces animaux qui sont fatigables, essoufflés, etc., vont finir en neurologie puisque la cause elle est d'ordre neurologique. Donc, comment vous arrivez-vous à diagnostiquer les différentes... Parce que j'imagine que tous les chiens ne passent pas un scanner dès qu'ils rentrent dans votre cabinet, quoi. Bonjour. Bonjour, alors voilà. L'entrée du scan est par là. Heureusement non. Heureusement non. Alors, la première étape, ça va être vraiment l'échange avec le propriétaire, ce qu'on appelle l'anamnèse. Puisque c'est les maîtres qui vivent avec les animaux, donc c'est les maîtres qui vont pouvoir nous apporter ces éléments un peu subtils. Ça, moi, en tant que vétérinaire, je ne vais pas le savoir. Donc déjà, il y a une discussion pour savoir ce que les maîtres décrivent, et ensuite à ça va venir s'ajouter tout ce qu'on va voir lors de notre examen neurologique. D'accord. Donc ces deux éléments ensemble vont déjà nous permettre de cibler une zone. Savoir est-ce qu'on est sur une pathologie du cerveau, est-ce qu'on est sur une pathologie de la moelle épinière, etc. Une fois qu'on sait où on doit chercher, là, on va établir ce qu'on appelle une liste de hypothèses qu'on va chercher à hiérarchiser en fonction de l'âge de l'animal, de la race. Il y a des maladies qui sont plus fréquentes chez certaines races que d'autres. Et puis enfin, selon ces hypothèses, on va proposer les examens qui vont nous paraître les plus appropriés, les plus adéquats. Vous me parlez justement du cas de la race. Il y a un vrai impact? Ah oui, il y a des races qui sont vraiment très prédisposées par rapport à certaines maladies. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'hernies discales qui sont un motif de consultation fréquent. On sait que ces hernies discales sont très très fréquentes chez des races qu'on appelle chondrodystrophiques, par exemple. Et là, les rois, c'est les bulldogs français et les teckels. Chondrodystrophique. Le tissu chondral, c'est le cartilage, on est d'accord? Là, je suis en train de refaire mon anatomie, mais humaine. Donc, il y a une dystrophie, donc un déformement du cartilage. Et donc, c'est des chiens qui, de leur conformation, vont être prédisposés pour un vieillissement un peu prématuré de leurs disques. Et ces disques, entre guillemets, vieux, dégénérés, vont avoir la fâcheuse tendance à se déplacer et à créer d'hernies discales. Et donc des problèmes de sensation de douleur. Problèmes de pincement de moelle. L'influx nerveux passe moins. C'est ça, exactement. Engourdissement du membre. Engourdissement, douleur, vrai défaut moteur, ça peut aller vraiment jusqu'à la paralysie. Les personnes qui ont comme ça des animaux, on va dire, prédisposés à l'hypertype, style, comme vous parliez, les bulldogs français, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est marqué en fait, ces traits, comme les Sharpei avec le pli toujours plus important. Les dernières années, en fait, on s'aperçoit de plus en plus des problèmes que l'hypertypage fait. Et donc, il y a des efforts pour faire un peu marche arrière. Votre avis sur l'hypertype? Donc là, on sort un petit peu juste de la neurologie, mais vous, en tant que docteur, et je pense que c'est une question que je vais poser régulièrement à mes invités, qu'est-ce que vous, en tant que médecin, quel est votre positionnement sur l'hypertype? L'hypertype a causé beaucoup de problèmes et ça, on le connaît. La problématique est que en faisant, c'est pas quelque chose de simple à résoudre, parce que si on fait des efforts vers l'élimination d'un certain caractéristique, on va fatalement en choisir d'autres. Donc
c'est pas simple à résoudre. Maintenant, clairement, ça a posé des problèmes, ça c'est évident. Vous auriez tendance quand même peut-être à informer et à prévenir les personnes qui seraient susceptibles d'adopter en élevage, de dire méfiez-vous. Attention, parce que l'hypertype, aussi mignon ça peut être quand ils sont bébés, un peu comme les Shar-Pei qui sont pleins de plis au départ, ils sont là, c'est tout mignon, ou les bulldogs français avec des gros yeux et des plis un petit peu sur le visage. Quand ils sont bébés, c'est super, mais quand ils grandissent, ça les accompagne avec des problèmes physiques qui sont réels. Voilà. L'important, c'est surtout que les maîtres soient informés et qu'ils sachent justement les particularités de la race qu'ils adoptent. D'accord, oui, bien sûr. Voilà, écoutez, merci de votre franchise. Alors, on va peut-être un petit peu revenir sur cet aspect neurologique. Donc, effectivement, il y a une partie d'observation, d'entretien. Il y a quelque chose qu'on me reprochait beaucoup pendant les crises d'épilepsie de ma chienne, c'était de filmer ma chienne pendant ses crises d'épilepsie pour le montrer au médecin. D'accord. Voilà. Parce que mon vétérinaire à l'époque m'avait demandé de filmer les crises pour qu'il puisse, regarder ce qui se passe, où est-ce que ça se passait, l'intensité de celle-ci, le temps que ça dure aussi. Est-ce que ça peut être la même chose lorsque le chien, par exemple, justement vous me dites il est perdu dans la maison, dans l'appartement, il ne sait plus trop où il est. Notre vision en fait de certaines pathologies, ça nous a permis de parler et de découvrir des pathologies dans la présence, on ne le savait pas. Avant, toute forme de manifestation épisodique était des crises convulsives et on s'aperçoit ces dernières années, grâce à des vidéos justement, qu'il y a des épisodes qui ne sont pas du tout ça et c'est des pathologies tout à part. D'accord. Donc effectivement, on sait que pour l'animal, une fois qu'il a franchi la porte du vétérinaire, il y a un effet stress, un effet environnement qui fait qu'il va avoir tendance à cacher certains signes. D'accord. Donc franchement, toute vidéo est bienvenue. D'accord. Il ne faut pas en abuser. Voilà. L'observation vidéo, des archives qu'on peut vous présenter, 2 cas bien sûr, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, d'accord. Absolument. Très bien. Une fois qu'on a diagnostiqué l'animal, que vous êtes à peu près sûr de vos hypothèses. Moi, j'aime bien quand je rentre chez le médecin, je ressors, je sais ce qu'a mon chien. Le problème, c'est que bien souvent, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas comme ça dire, le problème, c'est ça, et tiens, prends ça, tu verras, 3 jours plus tard, c'est réglé. Pour nous. Mais admettons qu'on a l'hypothèse. Quels sont les traitements, en règle générale, qu'on va donner? Est-ce que c'est beaucoup, justement, dans le cas de la neurologie, beaucoup médicamenteux, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt partir sur des choses, on va dire, je ne pourrais pas dire que des plantes ou ce genre de choses, mais plutôt le comportement que nous, on va avoir et la mise en place et l'organisation du mode de vie au quotidien peut avoir un vrai impact, parfois plus ou parfois moins que les médicaments. Comment ça se passe? C'est un peu vaste comme question. Extrêmement vaste. Ça dépend vraiment des pathologies. Il y a des pathologies sur lesquelles c'est vraiment purement gestion médicale. Par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué l'épilepsie. L'épilepsie, dans la plupart des cas, bénéficie d'un traitement médical. D'autres cas sur lesquels il va y avoir des possibilités chirurgicales. D'accord. Par exemple, le cas d'hernie discale, il y en a sur lesquels ça va être une approche médicale. Et il y en a d'autres selon la gravité des signes ou alors le degré justement de pincement de la moelle qui vont bénéficier d'une chirurgie. D'accord. Et puis enfin, on a quelques cas sur lesquels il n'y a pas de traitement tout court. Des choses sur lesquelles ils vont récupérer spontanément. Oui, une des pathologies les plus fréquentes qui va se rétablir spontanément, c'est ce qu'on appelle un syndrome vestibulaire idiopathique. Donc en fait, c'est une drôle de pathologie sur laquelle le chien, la veille, il allait bien, et puis le lendemain, il se réveille, il a la tête penchée, il se comporte comme s'il avait picolé, il perd équilibre, il tombe, etc. D'accord. C'est grave ça? Eh ben non, c'est pas grave. D'accord. Donc en fait, effectivement, les gens ils paniquent parce qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe. Et ces cas sur lesquels les examens vont finalement vraiment diagnostiquer un syndrome vestibulaire idiopathique, on sait que derrière, dans les quelques semaines qui vont suivre, ils se rétablissent tout seuls. Pas besoin de médicaments, pas besoin d'intervention quelconque, ils se remettent. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les nouveautés en fait thérapeutiques? On a de plus en plus de possibilités de radiothérapie chez les animaux. D'accord, donc la radiothérapie, c'est pour les cas de tumeurs. Pour les tumeurs. D'accord. Voilà, donc là, on est sur
cancer. Donc ça se rapproche quand même vraiment de certains traitements qu'on a… En humaine. Ah oui, ça suit de près l'évolution de médecine humaine. C'est évident qu'on s'inspire de ce qui fait en médecine humaine et on essaye de voir comment on peut adapter, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui peut être toléré par les animaux. D'accord. Donc quand vous disiez traitement médical tout à l'heure, quand vous parlez des options, quand on parle de traitement médical, on parle d'un traitement médicamenteux. Oui. Voilà. On est d'accord que, admettons, on a un traitement, que ce soit médicamenteux, dans les cas très extrêmes, la radiothérapie. Donc là, on est vraiment sur des traitements lourds. Là. On est sur du lourd et poussé. On est du très lourd et poussé là. Mais ça existe, hein, d'accord. L'impact sur la vie du chien. Parce que je vais être franc avec vous, ça va être très dur, hein, la partie que je vais vous dire. C'est un peu le problème des réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous demande vraiment très souvent, méfiez-vous quand vous lâchez des commentaires. Attention à ce que vous allez écrire, pris dans l'émotion d'une vidéo, parce que je vous rappelle qu'il y a un être humain en fait, qui va lire le commentaire que vous allez laisser. Je vais quand même dire au médecin ce qui m'a été écrit, et vous allez voir que parfois c'est un peu dur. Dans le cas de l'épilepsie de ma chienne, on est d'accord que l'euthanasie n'est pas systématique. C'est pas parce que le chien a un problème neurologique, aussi important soit-il, que ça veut dire que… Non, pas du tout. L'euthanasie arrive vraiment en dernier recours sur ces cas sur lesquels on ne peut plus rien proposer. Voilà, d'accord. Mais donc j'en reviens donc à ma question. On est d'accord qu'il y a forcément un impact sur le quotidien du chien, mais est-ce que effectivement, quand c'est bien pris en charge, est-ce que l'animal peut avoir quand même une vie, bon, je ne peux pas dire tous parce que ça dépend de la maladie, mais supporter sa maladie tout en ayant un quotidien, on va dire, où il peut profiter de son existence. C'est le but. C'est le but. C'est extrêmement variable. On a plein de pathologies, donc de l'une à l'autre, ça change énormément. L'idée, effectivement, c'est dans la mesure du possible que le chien ait une vie normale ou alors le moins impacté possible. Il y a des maladies sur lesquelles l'impact est très temporaire. Donc effectivement, pendant quelques jours, quelques semaines, ils vont avoir besoin d'un traitement, des soins particuliers, mais après, ils vont retrouver leur vie comme avant. D'autres sur lesquels il peut y avoir besoin d'une médicalisation à vie. Donc effectivement, il va y avoir une gestion, un ajustement du quotidien, mais on essaye de faire en sorte à ce qu'ils vivent bien. Et puis bien évidemment, il y a d'autres cas sur lesquels le diagnostic va forcément impacter leur qualité de vie et leur espérance de vie, notamment… C'est le cas des tumeurs, sauf exception. Par exemple, on sait qu'il peut y avoir des tumeurs bénignes chez le chat sur lesquelles ça va merveilleusement bien se passer. Et voilà, on va pouvoir les traiter de manière très efficace. Donc, ça dépend vraiment de la pathologie en fait. Il n'y a pas de règle d'or là-dessus. Dans la grande majorité des cas, effectivement, ça impacte la vie du chien, mais c'est organisable de manière à limiter cet impact. C'est ce qu'on cherche. Dans la grande majorité des cas. Clairement. Alors, justement, puisqu'on en est à parler de l'organisation de la vie du chien, effectivement, nous, pauvres mortels, de responsables, référents, encore une fois, prenez ce que vous voulez, on a forcément un impact sur cette qualité de vie. Donc, ma question, c'est l'impact en matière de la gestion au quotidien des maladies neurologiques de nos chiens. Est-ce que notre organisation, notre responsabilité au quotidien a un impact sur ce qui va se passer pour notre chien? L'évidence n'est pas la même pour tout le monde, je préfère quand même poser la question. Forcément, comme toute maladie. C'est-à-dire, nous, notre rôle va être de détecter, déceler ce qui se passe, donner le traitement approprié, donner les consignes sur comment gérer la maladie en question. Après, ça va être le propriétaire à la maison qui va appliquer nos consignes, revenir vers nous s'il y a des choses qui ne vont pas pour qu'on puisse ajuster, adapter. Donc forcément, le propriétaire va avoir un énorme impact sur le devenir du chien en fait. D'accord, très bien. On en a brièvement abordé le sujet tout à l'heure, mais j'aimerais bien revenir dessus parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. On ne peut parler que d'hypertype, mais est-ce qu'il y a des races vraiment en neurologie, qui reviennent régulièrement? Il n'y a pas un gène, il n'y a pas un test qui va permettre de dire tel animal va avoir une tumeur. Mais on sait qu'ils ont une défaillance génétique qui fait qu'ils vont être un peu plus à risque. Toujours dans les tumeurs cérébrales, il y a aussi leurs petits cousins, les boxers, les Boston, donc d'autres chiens, pareil, chondrodystrophiques, qui vont figurer parmi les plus fréquemment touchés.
On sait aussi qu'il y a pas mal de races qui sont prédisposées pour des maladies auto-immunes du cerveau et de la moelle. D'accord. Notamment, ça va être là, on va plutôt être dans des races, des petites races, donc les chihuahuas, les yorkshires, les petits bichons. Alors, j'ai une petite question, c'est même une grande question que j'ai d'ailleurs aussi posée au docteur Prelot au niveau de la dermatologie. Donc cette fois-ci, je vais vous la poser en neurologie. D'ailleurs, à mon avis, elle va même faire un petit peu rêver, je pense, parce qu'on s'imagine des choses incroyables. Quelles sont les avancées scientifiques sur la neurologie? Vendez-moi du rêve, docteur. Du rêve. Vendez-moi du rêve. Bon, en termes de découverte de maladies, effectivement, on en a de plus en plus. D'accord. On découvre des nouvelles maladies génétiques ou alors des maladies génétiques sur des races qui n'existaient pas. En termes de traitement, chez le chien, l'avancée principale, je dirais qu'effectivement, c'est l'accessibilité de la radiothérapie. Chose qui ne se faisait pas avant parce qu'il n'y avait pas les infrastructures. Et là, on a de plus en plus de centres qui le proposent et qui le font de manière correcte. Donc cela permet de proposer une option à ces chiens qui présentent des tumeurs et sur lesquels avant on n'avait vraiment pas grand-chose à proposer. Chez les chats, alors il y a une avancée assez importante mais qui malheureusement n'est encore pas accessible en France, à savoir une possibilité thérapeutique pour une maladie virale qui s'appelle la péritonite infectieuse féline. Péritonite, c'est pas au niveau du ventre. Du ventre, on est d'accord, c'est l'appendicite, mais en mode. C'est effectivement une pathologie qui peut toucher le ventre, mais qui peut aussi toucher d'autres organes, y compris le cerveau, la moelle, etc. Ça peut s'étendre un peu partout. C'est un virus qui, une fois qu'il a gagné accès à des endroits où il n'était pas censé être, il peut aller se mettre dans le système nerveux, dans l'œil, dans le thorax, voilà, ça peut aller se mettre dans plein d'endroits. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était considéré mortel, puisque rien ne marchait et en fin de compte, c'était toujours le virus qui gagnait. Et depuis quelques années, il y a eu des études sur des médicaments antiviraux, sauf que c'est des médicaments antiviraux humains. Et qu'il y a des pays sur lesquels ces médicaments qui marchent ont été approuvés et la France ne fait pas encore partie. Parce que justement, il se pose des questions. En fait, on est un peu dans un cercle vicieux où le médicament n'est pas approuvé comme efficace dans cette indication chez le chat. En France, sauf que comment peut-il être approuvé si on n'a pas le droit de le prescrire, etc. Donc c'est très très compliqué d'en sortir. Ce qui fait que on a des propriétaires qui vont s'adresser à des réseaux un peu clandestins. Ah d'accord, on est là quoi, carrément. Ah ouais. D'accord. Donc ça prouve l'efficacité du. Ah, ça marche. D'accord. Ça doit un peu vous frustrer, non, en tant que médecin, non? Ah oui, énormément. On ne peut pas le prescrire, on ne peut pas l'administrer. Et... Alors qu'on sait qu'il y a de fortes chances que… Oui. Parce que quand bien même ça ne marche pas, de toute façon, la maladie, sans ça, a de fortes chances de toute façon de gagner. Hein. Ah, ça gagne. Ça gagne. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est même pas… Ah non, sans ça, il meurt. Non, c'est pas possible ça. C'est des choses… On est d'accord que c'est pas une attitude, ça. On est d'accord. Elle est intéressée. Ah bah, elle bien veut sûr. participer. Non, mais je pense qu'elle veut participer. Qu'as-tu à dire d'intéressant? Je t'écoute. Voilà, donc on est d'accord qu'il n'y a rien d'intéressant à dire, donc tu n'as aucune raison d'être sur le canapé. Donc ça c'est pour les personnes qui savent parler. Voilà. Quand tu feras un sujet-verbe complément, il n'y aura pas de problème. D'ici là, d'accord, donc effectivement, c'est cette avancée médicale concernant le chat. Concernant le chat. Qui n'est malheureusement pas disponible en France. Non. Ouais, donc voilà, on espère que les choses vont avancer. Désolé de ce que je vais dire, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient un peu les vétérinaires comme des espèces de… Le mot va être un peu fort, mais tant pis, je vais quand même le dire. Un peu de charlatans qui se font, comment ça s'appelle, de l'argent sur le mal-être de nos animaux. Et comment je pourrais dire ça, qui voient nos animaux comme une potentielle source d'argent facile. Mais on est d'accord qu'il y a quand même des vétérinaires qui sont prêts à aller jusqu'à… je peux dire de la contrebande, mais pas loin, pour arriver à faire en sorte de soigner leurs patients. Ah oui. On en est jusque-là. Il y a des médecins qui veulent véritablement gagner contre la maladie au risque de devoir malheureusement passer par des circuits qui sont complexes quand même. Alors, on essaye toujours de rester dans la légalité. Bien sûr. Mais si on fait ce métier, c'est qu'on a envie de les aider et qu'on a envie de les Exactement, soigner. Ouais.